modeste demeure, le domaine de Font-Saint-Jacques, centre culturel de rencontre, habitation, sucrerie monastique du XVIIe siècle, établissement propriété du Conseil général de la Martinique, labellisé Centre des cultures et des arts de la Caraïbe par le ministère de la Culture. Donc c'est pour toutes ces raisons, et notamment la première, monsieur Glissant étant samaritain de naissance, né ici même sur ces terres de Sainte-Marie, dans le quartier de Besaudin. Donc c'est pour toutes ces raisons, cette carte à la fois artistique, culturelle, géographique, que représente le prix Carbet et qu'explore le domaine de Font-Saint-Jacques, qui nous a paru important de répondre favorablement à la demande qui a été faite par Madame Sylvie Glissant d'accueillir ici même la 24e édition du prix Carbet. Nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir et nous vous souhaitons une très belle soirée, une soirée débat avec pour titre Édouard Glissant, une pensée transversale. Nous allons appeler à la barre le président du jury de cette 24e édition, M. Ernest Pépin. Pour qu'il puisse faire l'allocution d'ouverture de cette 24e édition. Dire quelques mots essentiellement sur le prix Carbet, qui est une grande aventure, qui dure depuis 24 ans. Donc qui a l'avantage de la longévité et qui a vécu des embûches de ceux qui pouvaient nous guetter, qui pouvaient rendre notre choix éphémère. Et cette durée me semble due à la solidité du jury. Un jury qui a très peu bougé dans son ensemble et qui a gardé, je dirais, presque sa forme initiale jusqu'à présent. Un jury aussi qui s'est penché sur les œuvres de la Caraïbe, de façon à pouvoir montrer les imaginaires, on met au pluriel, nos sociétés complexes, et pouvoir faire deviner finalement la compréhension possible de tout cet inextricable qui était dans les différentes œuvres. Et un jury qui a corrodé de belles œuvres, des œuvres d'Haïti, des œuvres de Cuba, des œuvres d'Anna Ferrière, par exemple, du Québec. Enfin, nous avons pisté chaque fois des talents qui ne nous ont pas déçus et jusqu'à présent continuent, je dirais, à ne pas nous décevoir. Donc c'est cela l'aventure du Carbet, et nous sommes dans cette édition toujours soucieux de promouvoir nos littératures caribéennes et de montrer qu'on ne peut pas choisir ce qui est figé, on ne peut pas choisir ce qui est normé, on peut toujours choisir d'inattendu, d'imprévisible et ce que j'appellerais pour moi les éclats de la Caraïbe. Je vous remercie pour ces quelques mots. Donc, sous les auspices d'Édouard Glissant, sous les auspices d'Ernest Pépin, nous allons démarrer cette soirée débat. Je vais convier M. Hector Elisabeth à venir donc assurer la modération de cette table ronde. Je convie également M. Michael Dash, Marjorie Amélie-Louvet et Rodolphe Étienne à prendre place. Monsieur le Président du jury, chers amis, Sylvie m'a demandé d'être un petit peu le modérateur ce soir. J'accepte avec plaisir parce que certains connaissent les liens qui nous unissaient, Edouard et moi, et depuis l'aventure de l'IME. Donc, je vais surtout vous donner le programme parce que vous savez que dans ce genre de choses, très souvent, ça traîne en longueur, tout le monde se fatigue, etc. Et surtout, je vois la tête des membres du jury qui doivent avoir beaucoup travaillé déjà. Donc, on va, dans un instant, écouter des poèmes de Gilbert Gracian, lus par Willy Siller. Ensuite, Michael Dash va nous faire une communication sur Édouard Glissant, une voix transversale. Michael Dash que vous connaissez, que
nous aurons l'occasion de présenter encore. Ensuite, il y aura une projection. Entretien des droits glissants avec Pierre Desgroupes, lecture pour tous, décembre 58. C'était au moment où il avait eu son prix Renaudot. Ensuite, on va avoir une intervention de Rodolphe, ou plutôt de Marjorie Adenoué, qui va nous lire Les Ailes, qui est une translation créole de Rodolphe Étienne. Et enfin, il y aura des lectures d'extraits de Les Ailes et Missy Toussaint de Rodolphe Étienne par Rudy Siller. On est supposé avoir une petite discussion après tout ça, mais ça sera au niveau des forces qui vont nous rester à ce moment. Je vous souhaite une bonne soirée et je passe tout de suite la parole à Rudy Siller qui va donc nous interpréter quelques poèmes de Gilbert Gracie. Timozella, vini, vini aidez-nous, vini, en l'eau poisson qu'à vini pour vous. Mon pas ni plus force, monsieur, moi. Doit chagrin brûler corps. Moi, mais un monde, il partit Panama. Si madame, écoutez, l'homme qui partit, c'est l'homme qui est ingrat. Ni plein belle tigène gens dans le pays à ça. Ça va pour moi, non? Trop plan moun entier, qui a paralysé. Moun là-bas, j'ai écrit, mais il paraît ingrat, il a écrit vini. Il a tiré celle là. Poisson qui poisson. Mettez ti manzelle là, ouais, anti-médaille. En tout poisson. Oh, médaille dans l'eau. Zot pas ouais, mon ouais. Oh, montez baili, en vent y parti, aller Panama. Il sautait dans l'eau. Nous prenons médaille là, mais c'était un poisson qui partit nager. Ou pas ça de côté. Médaille là changé en poisson vivant. Mazel l'a tombé, il tombait dans l'eau. Il nageait aller, ou pas savent qui bon. Ou pas savent qui bon. Il nageait aller côté Panama. Allez sur le canot, tirez. Allez râler mes enfants. La Seine là, pétaille en poisson. Mademoiselle, mademoiselle, venez ici, forte ou fragile, on a besoin, vous aurez un lot de poissons. Je n'ai plus de force, monsieur, trop de chagrin brûle le corps, j'aime quelqu'un qui m'aime, il est parti à Panama. Écoutez, madame, écoutez, l'homme qui part est un homme ingrat. Voilà plein de beaux jeunes gens dans ce pays-ci. Ah, ce n'est pas pour moi. Trop d'amour au cœur paralyse. Ce quelqu'un-là n'a pas écrit, mais il n'est pas ingrat. Il reviendra. Alors, on a tiré la Seine. Que poisson et poisson. Mais la demoiselle ne voit pas les poissons. Elle voit une médaille brillante comme un coulirou. Oh, elle voit une médaille. Vous ne voyez pas, elle voit. Oh, je l'ai mise à son cou avant qu'il tourne ses pas vers Panama. Elle a sauté dans l'eau. La médaille est un poisson. L'eau est un miroir infidèle. Le poisson nage au loin. De quel côté? Savez-vous?
De quel côté, savez-vous? Vers Panama. La demoiselle est tombée dans la mer, dans l'eau de mer. Elle nage au loin. Savez-vous de quel côté? Savez-vous? Savez-vous de quel côté elle nage? Elle nage. Elle va du côté de Panama. Annoncez aux anges dans l'eau, bateau sous l'ivoire. Naoui, dans la ville au camp et réellement des changements. Merci Willy, toujours aussi talentueux. Nous allons maintenant passer la parole à Michael Dash, universitaire bien connu qui exerce à New York en ce moment, à NIU, qui est trinidadien d'origine, un peu guadeloupéen également, très guadeloupéen, et qui a traduit un certain nombre d'Édouard et qui, disons, a beaucoup fréquenté en général l'œuvre d'Édouard. Donc je lui laisse la parole et je propose peut-être qu'après son intervention, on prenne quelques questions, ce qui va nous servir un petit peu de débat déjà. Michael, tu as la parole. Merci. On m'a donné 15 minutes pour parler de la pensée transversale d'Édouard Glissant. Je vois ça comme une sorte de défi, parce que la pensée, l'idée du transversal est au cœur de la pensée de Glissant. Donc dans 15 minutes, je vais tout expliquer de la pensée d'Édouard Glissant. Alors, premièrement, je vais avancer étape par étape. D'abord, je suis professeur, et deuxièmement, je suis anglophone, donc les anglophones avancent avec une logique parfois un peu banale, mais étape par étape. Il y a une phrase qui est presque récurrente dans les textes de Glissant. Et c'est à peu près cette phrase. La pensée s'espace littéralement. Et à mon avis, il faut prendre ça très au sérieux. La pensée s'espace littéralement. C'est-à-dire, ce qu'on a dans la pensée de Glissant, c'est une spatialisation de la pensée. Par exemple, quand il écrit sur Faulkner, c'est pas, le livre ne s'appelle pas Faulkner, c'est Faulkner, Mississippi. C'est-à-dire, c'est impossible de comprendre la pensée de Faulkner sans la spatialisation du Mississippi. C'est-à-dire, il fonctionne, Faulkner, comme un lieu dans un entour qui est le Mississippi. Dans l'intention poétique, on a une évocation de plusieurs poètes, Reverdy, Claudel, Perse, Mallarmé, etc. Et cette section de l'intention poétique s'appelle paysage pur. Les poètes sont des paysages. Alors, donc, la première chose qui me frappe avec cette question transversale, c'est l'importance de l'espace pour le fonctionnement de la pensée. Souvent, Édouard avait dit que le paysage n'est pas un décor consentant. Le paysage peut être un personnage, mais je pense que c'est encore plus radical que ça, que c'est le paysage, l'espace, c'est la pensée même. C'est le premier point. Alors voilà une citation qui vient du début de son premier roman, La Lézarde. Être montagnard dans ce pays de toute montagne, calèche toujours et de partout, la tentation de la mer suppose une suprême vocation de refus. Être montagnard dans ce pays
de toute montagne qu'allège toujours et de partout la tentation de la mer suppose une suprême vocation de refus. Alors, il y a un drame qui est inscrit dans ce paysage, c'est-à-dire le refus de la mer et la tentation de la mer. Et de ce point de vue, je pense que là, dans le paysage de la Martinique et des autres îles de la Caraïbe, il inscrit bien ce conflit entre deux pensées, la pensée transversale et la pensée verticale. La verticalité des montagnes qui suppose une vocation de refus et la tentation de la mer qui est la tentation de la transversalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Le refus de la verticalité. Bon, c'est facile de rendre ça comme un cliché. La verticalité de la révolte, la verticalité contre la soumission de l'horizontale, etc. Et si vous lisez bien votre Césaire, vous allez trouver exactement ces contrastes. Mais je pense que c'est encore plus radical que ça, cette idée. Parce que dans la pensée de Glissant, la verticalité s'associe à la filiation. Et dans sa pensée, ce qu'il appelle la cause cachée, le grand problème de la pensée occidentale est lié à la filiation, à une notion qui est inscrite dans la pensée de l'Occident. Donc ça dépasse de loin la Caraïbe, la Martinique, etc., pour maintenant arriver à une conception de la pensée occidentale, maintenant qui voit l'espace, le temps, tout en termes de filiation. Filiation, c'est la cause cachée. Le précédent qui naît, du précédent naît le suivant. C'est visible dans la Bible, c'est visible, enfin, il a dit des choses fantastiques sur la tragédie. Pourquoi la tragédie existe? Parce que la tragédie arrive au moment où la chaîne de filiation est cassée, où la légitimité de la communauté est menacée. Alors, donc, pour Glissant, dans le monde actuel, il y a la contestation de la filiation et cette vocation de la pensée montagnarde verticale de s'accrocher à la filiation. Je pense que là, la Caraïbe et l'histoire de la Caraïbe jouent un rôle important. C'est-à-dire que dans la plantation, la filiation n'est plus possible. Parce que dans la plantation, la famille, l'idée de la famille, l'idée de la paternité, l'idée du patriarche, tout ça est corrompu. C'est pour cette raison qu'il disait que Faulkner est notre penseur. Parce que Faulkner avait saisi très vite ce grand problème de la descendance, le problème de la filiation dans le sud des États-Unis. Alors, si la filiation ne fonctionne plus, si cette pensée de la verticalité ne fonctionne plus, l'espace et le temps doivent être constitués autrement, hors de la filiation. Et on peut dire que tout ce qu'il a écrit depuis les années 50, c'est sur cette question de comment constituer le temps et l'espace si la filiation ne fonctionne plus. Il avait aussi cette théorie que la traversée de l'Atlantique, il appelait une tragédie féconde. Cette traversée avait peut-être détruit dans l'inconscient des gens qui ont fait cette traversée la question de la filiation. C'est-à-dire, il a vu les trois abîmes, l'abîme du bâton aiguillé, l'abîme de l'océan, ce qu'il appelle l'abîme de l'inconnu devant le bateau, comme des gouffres qui traumatisaient la conscience, si vous voulez, d'une telle manière que ce n'est pas possible de rétablir l'idée
rien de chaque côté, aucune direction, etc. Donc, si la filiation ne fonctionne plus, il faut fréquenter le monde autrement. Il faut fréquenter le monde autrement. Alors, dans cette fréquentation du monde, ce qu'il nous propose, c'est le lieu, la question du lieu. Quand il dit le lieu est incontournable, je pense que c'est souvent répété encore dans ces textes, c'est pas facile de récupérer cette idée, parce que c'est difficile de définir le lieu. C'est difficile de définir le lieu. Pourquoi? Parce que on voit dans les textes du droit, on voit qu'il refuse de nommer le référent. Il refuse de nommer le référent. Bien sûr, c'est un grand refus de la tradition littéraire, si vous voulez, de la religion. Parce que nous passons notre temps à nommer notre espace, parce que les gens veulent récupérer les identités, identifier les territoires, marquer les frontières, etc. Mais il nous offre le lieu. Et ce lieu remplace d'autres idées. Le lieu remplace la race. Le lieu remplace le territoire. Le lieu remplace le passé ancestral. Il nous offre le lieu. Le lieu devient le seul moyen d'entrer dans la transversalité. C'est le seul moyen d'entrer dans la transversalité. Et en effet, quand il parle du monde, c'est une accumulation de lieux. Accumulation de lieux, en effet, des lieux qui deviennent des lieux communs, des lieux qui s'accumulent dans cet espace de la totalité du monde. Et le lieu est incontournable parce que le lieu est vibrant du monde. Et cette vibration l'attache au tout. Et il a dit que le lieu est incontournable, bien sûr parce qu'on ne peut pas contourner ce lieu, mais aussi parce qu'on ne peut jamais connaître ses contours. Ces contours restent toujours mystérieux, et ça doit rester toujours mystérieux. Donc, dans la rencontre de lieux, c'est pas possible d'imposer votre lieu sur quelqu'un d'autre, ou bien d'essayer de, si vous voulez, dominer le lieu de l'autre. Le lieu doit rester dans une sorte d'opacité qui rende ce contact toujours tendu et riche en termes de relations. Alors, donc je pense qu'au lieu de continuer dans les abstractions, je vais vous démontrer, donner une illustration de comment cette pensée fonctionne avec un monument qui n'est pas si loin de nous, c'est dans le sud de la Martinique. Je parle du monument de l'Anse-Cafard. Éloi a été fasciné par ce monument et il a fait une description de ce monument que je vais essayer de déchiffrer. Sa façon de traiter le monument, c'est un moyen de démontrer la logique spatiale de l'imaginaire qui remplace l'idée de la commémoration. Il ne voit pas ce site comme un site de commémoration du tout, ou même de l'histoire, ou même un lieu de mémoire. Donc, dans le roman Sartorius, comme vous savez, il évoque ce mémorial sculpté par Laurent Valère. Je vais juste citer le passage. Les 15 statues rassemblées en un triangle dont la pointe donne au large, exactement sur la latitude de la côte de l'Or en Afrique, sortent de terre, prises dans la roche qui se continue là sous l'eau, avec une retenue et une dignité qui émeuvent. Bras collés au corps, la tête légèrement penchée, elles évoqueraient en bien moins colossal les statues de l'île de Pâques. Si elles ne regardaient pas avec une telle intensité, nous semble-t-il, vers la mer où on chavirait tant de bateaux bourrés de nègres enferrés. L'ensemble est blanc,
la couleur africaine du deuil. Il faut croire que les vents de mer les teinteront peu à peu de grège. L'herbe s'amasse doucement et comme avec négligence dans la terre jaune. Après tant de furie, la douceur pâle de cette contemplation. Voilà, ça c'est la citation. Glissant imagine ces figures non simplement comme un hommage à un passé tragique, mais le tragique ici mène à une nouvelle conception de l'espace et du monde. Les statues ont le regard tourné vers l'endroit où, sous le poids de leur cargaison africaine, des Européens anonymes sont descendus vers le fond marin. Il a imaginé que sur ce bateau aiguillé qui a coulé là, l'équipage a été pris par les captifs et ils se sont noyés ensemble. Donc on a des corps blancs couverts de noir qui descendent vers le fond marin. Et donc le lieu évoque une série de correspondances relationnelles. Les cadavres blancs dans la mer, couverts de noir, la couleur de deuil de l'Europe, dans l'océan, avec les échos des figures africaines en pierre blanche, la couleur de deuil africaine sur la terre, rassemblée sur la falaise. Les formes des sculptures rappellent les vrais ancêtres chavirés d'une autre île lointaine dans le Pacifique, les Moai de l'île de Pâques. Mais les Moai de l'île de Pâques, c'est le sacré totémique. Tandis que les dieux qui sont à l'Anskafar ne regardent pas les étoiles, mais regardent vers la mer et ils sont mieux capables de capter le souffle marin. La Martinique n'est pas l'île de Pâques et Anskafar n'est pas juste un lieu de mémoire sacré et enfermé. Cependant, l'Afrique et la Crète ne sont pas occultées. Les statues ont un horizon polynésien et un horizon africain. Elles sont positionnées, ou c'était glissant, exactement sur la latitude de la côte de l'Or et organisées en forme de triangle qui évoque la mémoire des bateaux négriers et de la Crète. Le passage du temps, néanmoins, déstabilise le site. Les vents de mer vont les jaunir et l'herbe continue à pousser silencieusement et inexorablement autour d'elle. Située face à l'archipel de la Caraïbe, elles n'appartiennent pas uniquement à la Martinique. Le lieu est un merroir, si vous voulez, où la terre-mer se prolonge sous l'eau, comme il dit, dans la roche, qui se continue sous l'eau. Glissant s'intéresse à ces Africains anonymes parce qu'ils résistent au classement idéologique et à la récupération sentimentale. Ceci n'est pas un non-lieu de l'hybridité heureuse, ni du nomadisme libérateur, ni marron, ni créole, ni victime, ni survivant, ni ancêtre, ni voyageurs fortunés de l'Atlantique noir. Ce sont les fantômes qui rôdent dans ce qu'il appelle les savanes bleues de l'inconscient collectif de l'archipel. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est une bonne illustration de cette spatialisation de la pensée qui refuse toujours d'ancrer les choses dans le passé ancestral ou même dans un présent territorial. Merci. Je crois que en presque moins de 15 minutes, Michael nous a fait une analyse extrêmement profonde sur cet aspect transversal du droit glissant. Alors, comme je l'avais proposé, si certains d'entre vous veulent réagir à chaud sur ce que vient de nous dire notre ami, nous pouvons vous passer la parole. Amateur.
Pardon. Alors, par rapport à ce que vous venez d'exposer et la centralité de la problématique du lieu dans l'œuvre de Glissant, est-ce que le lieu n'est pas aussi transmis par la sensation? Il y a ce à quoi j'ai été sensible en tant que lectrice de certaines œuvres de Glissant, c'est d'abord le rendu justement de ces lieux, mais par la sensation. Est-ce que c'est une bonne perception ou une perception un peu trop en surface de cette pensée du lieu? C'est aussi, le lieu est aussi transmis par la sensation. Oui, en fait, oui et non. Oui et non. Parce que n'oublions pas que le lieu n'est pas connaissable. Donc, ni visiblement connaissable, ni, tu vois, oui, voilà, par les sensations, etc. C'est-à-dire, comme je disais, le lieu, c'est l'espace de la pensée de la personne. Et alors, dans ce cas, je pense que, enfin, Édouard pensait que le lieu est profondément instable. Parce que le lieu s'ouvre vers les horizons continuellement, mais aussi, c'est comme si ça grandit à l'intérieur. Donc, il y a un double mouvement dans le lieu qui le rend profondément instable. Et la stabilisation du lieu, pour lui, nous mène carrément vers la filiation. Parce qu'il n'y a pas moyen de stabiliser les lieux si ce n'est pas établir une exclusion ethnique, territoriale, etc. Donc, essayer de penser le lieu comme un moyen d'entrer dans cette totalité, la totalité du monde. Et donc l'instabilité du lieu est profondément ancrée dans cette conception. Il y a d'autres qui ont fait ce type de commentaires sur les lieux de la Caraïbe en particulier. Ce matin, on venait vers Fort-de-France et Miguel avait fait la réflexion. On a un sentiment parfois d'être dans un grand pays. Parce qu'il y a tant de variations dans le paysage. Et nos pays, c'est toujours le trompe-l'œil. Il y a toujours le trompe-l'œil. Et c'est Michel Léris, en venant en Martinique en 1948, invité par Césaire, qui avait dit que parfois il pense qu'il est en Polynésie, il pense qu'il est en Suisse, il ne sait pas où il est, parce que le paysage change tellement. Et je pense que ce qu'il a vu comme ça, comme quelque chose qu'il a noté de spectaculaire dans la Caraïbe, Glissant a vu ça comme quelque chose qui était profondément lié à une conscience, à une façon de voir le monde en termes de cette instabilité. L'autre chose, pour rendre encore plus instable l'idée du lieu, c'est que le lieu se répète ailleurs. De la même manière que Léris pensait qu'il était en Suisse, dans le nord de la Martinique, il nous rappelle tout le temps que ce qu'on appelle notre lieu, qui est notre intimité, etc., là où on est né, etc., le même lieu existe ailleurs. Le même lieu existe ailleurs et voyage dans le monde et tu vas le trouver. Tu vas tomber sur un lieu et tu vas dire, mais ça c'est chez moi, mais c'est pas chez toi. Donc, ça vous donne une autre façon d'errer, utiliser son mot, dans le monde. D'errer dans le monde, enfin, c'est clair que ce qu'il nous présente, c'est une pensée utopique. Notre monde ne fonctionne pas du tout comme ça. Mais n'oublie pas deux choses. D'abord, les utopies pour Glissant sont pas un but vers lequel on se dirige, mais ce qui nous manque dans notre monde. Et ce qui nous manque dans notre monde, c'est cette façon de penser. Donc, c'est une pensée utopique de ce point de vue. Et deuxièmement, je pense que les utopies deviennent nécessaires
quand d'autres pensées échouent. Et peut-être on est dans un moment où il y a l'écroulement de plusieurs pensées. Il y a l'écroulement des idéologies, il y a l'écroulement toute la pensée de la décolonisation maintenant qui sont menées vers des choses terribles en Afrique et ailleurs. L'écroulement des idéologies, du marxisme, du capitalisme. C'est là, je pense, que les utopies commencent à monter comme une nécessité pour repenser l'espace où nous habitons. Merci. Autre question. Moi, je voudrais interroger sur quelque chose. La non-fixation liée à la non-verticalité est substituée par cette approche transversale. Est-ce qu'on peut faire un parallèle de cette transversalité avec ce que chez Glissant on dit au sujet de l'errance et du nomadisme? Oui, absolument. Absolument. Parce que encore dans les années 50, ça c'est bien avant le monde tel qu'il est maintenant, il a eu cette intuition qu'on vivait dans un monde où tout était connu. Parce qu'avant, il y avait toujours de l'inconnu dans le monde. Le nouveau monde était inconnu, et même quand le nouveau monde a été découvert, il y a toujours des ailleurs, il y avait des espaces que les gens n'avaient jamais conquis, n'avaient jamais fréquentés, n'avaient jamais visités, etc. Mais dans Soleil de la conscience, il le dit, nous sommes dans un monde maintenant où c'est fini. Tout ça, c'est fini. On est ensemble dans ce monde. Ça, c'est bien avant l'Internet et tout ça. Nous sommes tous ensemble. Donc, comment voyager dans ce monde? Il n'y a pas de voyage de découverte, bien sûr, il y a le voyage de conquête, si vous pensez que vous pouvez conquérir l'autre, comme avant. Il n'y a pas de voyage même de, si vous voulez, de thrill pour s'exciter, parce que ce type d'aventure est fini. C'est pour cette raison que la question de l'errance parce que l'errance pour lui, c'est pas juste une sorte de nomadisme flou comme ça. C'est-à-dire voyager sans pôle ni métropole. C'est-à-dire que ce sont des voyages non polaires. Il n'y a pas de voyage de métropole ou à périphérie. Il n'y a pas de voyage du centre il n'y a plus de centre de ce point de vue. On fréquente un monde où il y a des lieux non hiérarchisés et qui créent, il aime beaucoup l'idée de trame et de tissage et des réseaux qui s'établissent un peu comme ça, qui créent maintenant une multiplication de réseaux. Et c'est pour cette raison que ce mot errer devient fondamental, surtout dans les derniers textes, dans sa façon de voir comment on peut fréquenter ce monde. Et parfois, ce n'est pas même nécessaire de voyager. Il a fait un texte avec Sylvie Glissant sur l'île de Pâques, où il n'a jamais été. Il a fréquenté l'île de Pâques dans l'imaginaire, avec en collaboration avec Sylvie Glissant qui était sur place. Oui? Donc, on fréquente le monde de plusieurs points de vue, physiquement, bien sûr, si c'est possible, mais on rêve aussi le monde. On rêve le monde, et ce rêve fonctionne dans le quotidien, Très bien. Bon, je pense qu'on peut applaudir Michael. Nous allons passer au point suivant, qui est la projection de l'entretien d'Edouard avec Pierre Legault. Bon, c'est pas prêt. Funeste nouvelle, Rodolphe Etienne a omis d'amener le DVD. Ah,
donc il n'y aura pas de projection. Bon. Malgré le fait que nous étions équipés pour l'occasion. Rodolphe sera pendu. Oui. Donc, nous passons au point suivant, qui est une translation. C'est Marguerite qui va nous parler. Bonsoir à tous. C'est un peu intimidant de passer après, mais bon, nous tenterons de vous intéresser. Alors, je me suis intéressée à la translation français-créole de Les Indes d'Édouard Glissant par Rodolphe Estienne. Et mon exposé s'intitule « Sensible translation » dans la mesure où c'est une expérience d'abord humaine, une expérience intellectuelle, mais une expérience d'abord humaine dont je tenterai de parler. Donc, évidemment, la traduction en créole, dans un milieu et dans un cadre fortement diglossique, pose énormément de questions. Pourquoi traduire en créole une œuvre appartenant déjà au patrimoine littéraire martiniquais? Alors, le profane ne croit-il pas y voir une redite, le texte traduit venant, selon lui, en redondance du texte source, puisque le lectorat naturel de ces œuvres entend les deux langues, tandis que les puristes y voient parfois une impossibilité, la langue créole n'ayant pas derrière elle une tradition littéraire suffisamment longue, serait-elle apte à accueillir des œuvres au niveau de langue soutenue? L'acte de traduire interpelle quand il ne s'agit pas de permettre à une œuvre ou à un auteur de franchir les barrières d'une ère culturelle, lui permettre de franchir de nouvelles barrières géographiques. Alors, bien plus qu'une traduction interculturelle, la traduction en milieu diglossique touche au domaine de la linguistique, de la stylistique, de l'anthropologie, de la philosophie et de l'éthique, comme l'explique Jean-Pierre Arsailles dans sa thèse. Il dresse aussi une série de questions relevant de l'éthique de la traduction français-créole et créole-français. D'abord, l'éternelle question du niveau de la langue créole, capable ou non d'adopter des registres variés, la proximité lexicale entre deux langues, comment traduire un texte comme celui de Patrick Chamazo, qui déjà, il prend cet exemple, déjà intègre des formules créolisées. Comment d'ailleurs traduire Monsieur Toussaint, par exemple, d'Édouard Glissant, qui intègre aussi des passages en créole, notamment pour rappeler les rites haïtiens vaudous. Donc, le choix est pour le traducteur, quel choix de langue? Un créole afro-lectal ou un créole basilectal? Un créole francisé ou non? La traduction du français vers le créole et vice-versa impose par la situation diglossique de nos territoires de nombreuses questions et soulève encore de nombreuses passions. Elle tâtonne évidemment dans sa praxis, puisque notre littérature en créole est relativement jeune, nous dirons, et elle manque aussi de visibilité dans sa réception. Peu de lecteurs lisent le créole, même d'œuvres traduites, peu de lecteurs s'intéressent au créole. Et dans le cadre d'une traduction de l'œuvre de Glissant, la notion d'imaginaire des langues formulée par Glissant s'enrichit dès lors d'une résonance, pourrait-on dire, libératrice, lorsque l'auteur déclare « écrire en présence de toutes les langues ». Alors, nous pouvons donc imaginer le texte source comme potentiellement ouvert, voire traversé par toutes les langues du monde, comme un appel à une traduction à venir, comme une pensée toujours présente, toujours active des possibles linguistiques. La pensée de Glissant invite le traducteur en créole à d'autres hardiesses. Quand on considère par exemple ce passage du discours antillais intitulé « Le multilinguisme ». Considérant l'inévitable inégalité de statut français
entre le français et le créole, induite par la diglossie de nos territoires. Il appelle à en corriger les écueils par une valorisation du créole comme préalable au multilinguisme. Et dans cette visée, il s'agit de faire de la langue, de produire en créole. Et je cite, « Les contaminations d'une langue par une autre ne sont négatives que dans le contexte de la non-responsabilité et de la non-création. La donnée fondamentale du multilinguisme devrait être la libération du locuteur par rapport à tout assujettissement linguistique possible. » Et il ajoute entre parenthèses, par conséquent, l'égalité entre les deux langues en rapport. Ce n'est presque jamais le cas. La diglossie est la tentation de tout multilinguisme de fait. Il faut combattre partout cette tentation. La première règle en la matière est que toute langue parlée par une communauté, quelle qu'en soit la condition de déploiement, doit être élue dans son entière dignité. La conséquence, donc la première, excusez-moi, la seconde est que toute langue doit être promue en outil de production, ou plutôt que toute production dans une communauté devrait s'opérer dans les langues de cette communauté, sans exclusive ni privilège. À mon avis, cette déclaration faite dans les premiers écrits théoriques de Glissant décomplexe complètement le traducteur, les velléités ou les volontés plutôt de traduction en créole. Les cadres de relégation de la langue créole doivent ainsi être dépassés pour une égalité de statut, libérant les usages. Les locuteurs doivent s'emparer de la langue, en faire un instrument de production pour un enrichissement et une libération des registres d'usage. La traduction apparaît dès lors comme l'un de ces biais possibles. Considérons dès lors à ma connaissance, l'unique traduction en langue créole d'une œuvre d'Édouard Glissant, la traduction de Les Indes de Rodolphe Etienne, parue aux éditions Le Serpent à Plume en 2005. Quand nous envisageons cet élan créateur, il nous semble considérer une aventure du traduire, sensible et dès lors intime, mais par ailleurs exemplaire du cheminement du traducteur en créole. Car à l'appel du traduire, il y a eu bien sûr la volonté d'une défense et illustration de la langue créole, mais il y a eu aussi une rencontre avec une langue, un auteur, une pensée. Dans sa préface de Les Indes, Rodolphe Etienne rappelle la fascination exercée par le texte poétique de Glissant. Et je le cite, « La poésie d'Édouard Glissant, en une alchimie sans cesse renouvelée, nous guide à la découverte, à la conquête de nos histoires. L'œuvre d'Édouard Glissant est véritablement fascinante pour un jeune littérateur, si plongé est une source inépuisable de plaisir et un vaste champ d'inspiration. Éblouissement donc d'un chant épique, soleil d'une conscience historique nouvelle, richesse des possibilités d'une écriture en créole. L'imagination, comme le dit le poème, ne crée-t-elle pas à l'homme des Indes, toujours suscité, et que l'homme dispute au monde. Magnifique citation, je ne sais pas plus m'empêcher de reprendre. Donc, et le traducteur fait là figure, à mon avis, de lecteur cannibale dans son désir de s'approprier d'une certaine manière, de fréquenter intimement le texte. Et quand nous parlons de recréation, nous mettons le doigt sur une question cruciale de l'acte de traduction. Dans une démarche éthique de la traduction, quelle part le traducteur doit réserver à l'esprit et quelle part à la lettre? Doit-il s'effacer totalement devant l'auteur du texte ou doit-il faire intervenir sa personnalité? Là encore, Jean-Pierre Arsailles s'interroge et pose ces questions. Il me semble que le choix effectué par Rodolphe Etienne semble s'inscrire dans une volonté d'exalter l'oralité du chant scriptural glissantien. Le texte créole, dans une oralité marquée, fait entendre une musicalité et un rythme intrinsèque. Il n'est pas juste de tenter de scruter une traduction littérale, puisque l'attente d'une transparence totale est un leurre en matière de traduction, ce qui peut parfois dérouter le lecteur dans sa progression et sa lecture du texte.
Mais n'est-ce pas magnifier la relation dans l'acte de translation que de faire choix de ce texte qui est justement ce tracé historique, étape par étape, d'une identité née de choc, puis qui émerge dans un syncrétisme de sphères culturelles différentes. La translation des langues dans la traduction se voit matérialisée dès lors jusque dans la disposition typographique des deux textes en vis-à-vis, une disposition à laquelle Édouard Glissant lui-même avait tenu et qui permet de mettre en relation deux langues, deux textes, deux imaginaires distincts, mais en dialogue dans la traduction. Le lien se voit dès lors tissé dans une égalité de statut et d'usage. La traduction ou translation n'est-elle pas, comme le rappelle Édouard Glissant, un langage de relation où l'apport d'une langue à une autre est incessant et fructueux? Et nous terminons sur cette citation d'Édouard Glissant. Comme toute créolisation, écrivait Glissant, la traduction met en parallèle et en symbiose deux réalités le plus souvent hétérogènes, la langue du texte originel et la langue du texte final. Mais le résultat ainsi obtenu ne se confond pas à la seule langue du texte final. Donc il n'y a pas de rupture, il n'y a pas d'arrêt à la traduction, mais un aller-venir toujours entre les deux textes. Je continue à citer Édouard Glissant. Le résultat ainsi obtenu ne se confond pas à la seule économie de cette seconde langue, donc du texte traduit. Ce résultat est le langage de relation et, comme toute créolisation, une résultante imprévisible qui ajoute à l'une et l'autre langue. Merci. Merci Marjorie. Je suis désolé d'avoir oublié de la présenter plus longuement. Marjorie Adnelouvet est doctorante à l'UAG où elle prépare une thèse avec notre ami Roger Thompson. Donc, je ne sais pas, Rodolphe, comme il s'agit de toi, est-ce que tu voudrais réagir tout de suite? Surtout que tu as oublié le film. Mais c'est plus complexe que ça, en fait. On va simplifier en disant que j'ai oublié le film. Je suis très, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais enfin, je suis très agréablement surpris par le travail fourni par Marjorie Adnelouvet, qui est toujours à chaque fois un véritable plaisir et une véritable délectation. Et là encore, je vois qu'elle a été en profondeur, au cœur même d'un certain nombre de problématiques, de ce texte-là et puis de la traduction de manière plus générale. Et en même temps, elle nous a gratifié d'une analyse en périphérie, toujours de ce texte et de la problématique de la traduction créole, que je trouve très, très, très pertinente. Alors effectivement, c'est un texte traduit par moi, donc il faudrait peut-être rajouter un mot, mais enfin, je trouve qu'elle a été très, très précise. Et ce que je retiens, moi, de particulier dans ce qu'elle a dit et écrit, c'est que Édouard Glissant a lui-même tenu à un certain nombre de critères. Et moi, j'ai été très honoré de tenir compte de ses avis. Et c'est vrai qu'il a voulu, et j'étais tout à fait d'accord, il a voulu que les deux textes soient en vis-à-vis, face à face, parce qu'il considérait non seulement qu'il fallait que les deux textes aient leur propre dimension, mais ce qui m'a surtout plu, et ce que souligne Marjorie Adnelouvet, qui est très pertinent également, c'est que ce qu'il voulait surtout, c'est que la relation soit présente au moment même de la lecture. C'est-à-dire que le lecteur lambda puisse passer d'un texte à l'autre, et il a bien insisté sur cette notion-là, de passer d'une langue à l'autre. Et moi, ça m'avait particulièrement interpellé, parce que c'était exactement l'idée aussi. L'idée, c'était
de permettre dans des imaginaires tout aussi bien individuels que collectifs, de permettre cette translation qui était et qui est aujourd'hui toujours l'une des dynamiques fondamentales de notre cognition, de notre réflexion, de notre dynamisme intellectuel créole. C'est-à-dire que dès notre plus jeune âge, et certainement bien avant, nous avons cette pratique d'une langue à l'autre. Voilà. Et puis, pour conclure, j'avais une idée qui me semble intéressante et pertinente. Ah oui, je voulais revenir sur la notion de lieu évoquée par Michael Dash, et le lieu dans cette relation intime avec justement le lieu dans sa percussion intime avec la relation. Et ce que Michael Dash dit et qui est pour nous, enfin quand je dis nous, je parle des auteurs de ma génération certainement, qui est pour nous une problématique très, très sensible, très particulière, c'est-à-dire que nous sommes dans une bon, c'est simple et en même temps relativement complexe. Et je pense que le mot qui définit le mieux cette notion, c'est le mot de l'imaginaire. Et notamment ce que Glissant réussit dans son œuvre, qui est extraordinaire et qui est certainement là-dessus, qui va beaucoup plus loin que tous les autres, c'est qu'il fournit à notre imaginaire une quasi et totale liberté. Et ça n'a l'air certainement de rien, mais alors que d'autres voudraient nous ramener, voire nous rattacher à une Afrique ancestrale qui n'est pas tout à fait juste pour tous, qui n'occupe pas la même place dans la pensée, dans l'imaginaire de tous. Glissant, lui, nous offre une liberté totale et une ouverture totale sur le monde. Et surtout, il nous offre également la possibilité d'occuper le monde fort de cette liberté, sans attache. Et ça n'a l'air de rien, a priori, mais occuper le monde sans attache, ça n'est pas si simple que ça. Michael Dash a parlé d'errance. À une certaine époque, on parlait de vagabondage. Et moi, j'ai cette image du cerf-volant qui n'ayant plus d'attache, est libre dans le vent, libre d'aller où il veut, et qui demeure malgré tout un cerf-volant avec tout ce que ça peut comporter de poésie et de magie. Voilà. Merci. Pour le cerf-volant. Je rappelle que dans cette question de translation, de traduction, etc. sur le créole était au cœur de notre récent salon du livre, qui d'ailleurs était intitulé « Les mondes créoles ». Et avec, à l'initiative de Raphaël Confiant, on avait mis en place un séminaire avec le CRILH et l'AUF sur l'intercompréhension des langues créoles. Et il y a eu donc une journée et demie de travail là-dessus. Et les préconisations sont qu'un travail, disons, plus long va continuer au sein du village sur toutes ces questions. Et on participait à ce séminaire à la fois, bon, bien entendu, des Martiniquais, beaucoup de Haïtiens, Haïti était le pays invité, et l'invité d'honneur c'était la Ferrière, des Mauriciens, des Réunionnais, donc disons toute une panoplie de locuteurs créoles. Donc je crois que c'est une question qui est tout à fait d'actualité, et surtout que du travail en profondeur est en train d'être fait à ce sujet. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Oui, d'accord. Il y a quelque chose qui m'a frappé, et on traduit Edouard en anglais. C'est la question de l'original. Parce que, normalement, on a le sentiment qu'il y a un original,
Et la version traduite reste un peu à l'ombre de l'original, est capable de trahir l'original ou bien embellir l'original, enfin l'idée de l'original. Et je pense que ce qu'il avait proposé, c'est la possibilité d'une traduction sans original. Encore, je pense que ça entre dans la pensée transversale. Parce qu'il y a une sorte de relation rhizomatique entre deux textes qui sont maintenant juste à poser. Et c'est pour cette raison, je pense qu'il a vu que la traduction devient quelque chose de fondamental dans notre façon de concevoir le monde. C'est-à-dire que l'original est presque rené avec le contact avec la deuxième version. Donc, c'est vrai que ça suit dans le temps, mais peut-être que l'original a une nouvelle vie grâce à cette deuxième version du premier texte, et aussi renouvelé par une autre langue, parce que ça entre maintenant dans le contact linguistique qu'il a trouvé tellement utile. Donc, parfois, il y a quelque chose de fantastique avec Edouard, mais il n'a jamais surveillé de traduction. Je lui ai demandé plusieurs fois, il a refusé. Il a refusé parce qu'il dit qu'il n'y a pas de mauvaise traduction. Il n'y a pas de mauvaise, bien sûr il y a de mauvaises traductions, mais il n'y a pas de mauvaise traduction parce que juste le fait d'entrer dans cette aventure des deux textes est déjà un pas en avant pour, en effet, les deux textes. Donc, je pense que c'est quelque chose de fantastique avec cette question de mettre les deux textes ensemble, le français et le créole. Et ça pose la question lequel était le précédent, lequel était l'original, lequel était de la montagne par rapport à celle qui est de la mer. Autre intervention? Bon. Nous passons donc à la prochaine étape, qui est celle de la lecture d'extrait de Les Hymnes d'Émile Toussaint, de Rodolphe Chrétien, par Rudy Siller. Quand on regarde de cette côté, cette bâton-là, cette miscanée, cette passette, on peut être tellement, je passe petit goût, absolument, qui attend tout le monde des autres, qui joue pour la ligne cassée, quoi, puis on a gâté, qui tape, jouer vite d'amour, mais si on l'a servi dans tout cas, si on va souffler dans mon goût, si. Créole parler, créole comprendre. Nom là, si on Leslie, et Tim, a dans l'homme, il dit, combat à la, tenir l'homme, bon Dieu, soleil, accent, avec l'eau bien baigné, accent, tenir première place, et des raisons, tenir taille. Et qui on dit, nous c'est Ishlamé et Chim. Il dit, nous on est tout bordage l'homme, nous poussons à assembler et que puis celle fausse parole nous tous crier, c'est clair, qu'on seule volonté nous l'homme. Kakrodo, coco. L'homme arrête le geste. Il dit, gardons l'écume. Ce combat fut d'écume, de foi, de soleil et de sang, où l'or taché de sang avait sa part essentielle et la folie sa part. Et quelqu'un dit, nous sommes plage de l'écume, ô fils. Il dit, nous, sur la plage, il nous est fait licence de nous assembler à la proue de la voix, de crier. Sur la plage, l'éclair, seule raison des écumeurs.
Il dit, avec bandage non mais à Poco savent qu'il estime sacrement ou bien défollement. Personne pas savent, pied tout ni en les sable tout ni, pour qu'il laisse les haines, y'ont qu'à lever et louanger. Et ça qui capitaine t'a là, véglé et qui vend au des diamants, les paroles liant les bandages non mais à, commandé parti, bien parti, et lâché toutes en main. Mais, science t'a là, encore plus fou. Il dit, et la plage ne sait à ce début de quelle écume se fera, sacre ou ravage, nul ne sait. Pieds nus sur le sable nu, de quelles Indes voici l'approche et la louange? Ou quel est ce capitaine, aveuglé de vent ou de diamant, que la voix sur la plage somme encore de partir, libérant la boucle d'Amar? Mais cette science est plus profonde. Quand on arrive à cette côté, c'est pas dans la précédente de l'unité, c'est pas Merci Woody. Nous arrivons donc à la fin de notre manifestation. Je crois que cette fois, on peut conclure cette veille en remerciant tous nos amis présents, en remerciant Michael Dash pour son propos remarquable, en remerciant Marjorie également, et en lui disant bon courage pour la suite de son travail, en remerciant évidemment notre ami Woody, dont le talent ne se vante plus. C'est très bien qu'on ait eu cette petite soirée consacrée à Édouard et surtout que le prix Carbet lui soit dédié cette année. Parce que nous sommes dans une année massivement occupée par le centenaire de la naissance d'Aimé Césaire et il faut aussi un petit peu de respiration dans tout ça. Et personnellement, lors du Salon du Livre, dans mon propos introductif, j'ai rappelé qu'Édouard s'était beaucoup battu à l'époque pour essayer de mettre en place un Salon du Livre. Mais je suis très content d'être là ce soir avec Raymond. Nous étions un peu les pionniers à l'époque à l'IME, où on faisait du théâtre, on faisait du ciné-club, on faisait un peu tout, sans argent, avec des bouts de chandelle. Et je crois qu'il y a deux choses qu'Édouard n'a pas pu réaliser, c'est cette réunion d'écrivains comme il le pensait, et son musée. Et j'espère que pour le musée, nous allons y arriver. Donc, c'est un petit clin d'œil simplement pour dire que c'est très bien qu'on soit ici ensemble autour d'Édouard, de son œuvre et de ses œuvres. Merci. Parce que vraiment de faire ces traductions-là, c'est une merveille. Je crois qu'il vient de terminer aussi Monsieur Toussaint en créole. Et vraiment. J'ai terminé depuis. Comment? J'ai terminé depuis très longtemps. Tu as terminé depuis très longtemps. Enfin, en tout cas, on aura eu le plaisir de le lire, je pense, bientôt. Peut-être. D'accord. En tout cas, merci. Si Édouard lui semble bien. Je pense que le voudra. En tout cas, merci de nous faire entendre cette autre voix poétique. Merci. Voilà. Merci.